Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le cancer du col de l'utérus est une maladie qui se développe sur la muqueuse du col de l'utérus, autrement dit, sur le tissu qui le recouvre. Ce cancer est la 12e cause de cancer chez la femme. On a estimé, par exemple en 2011, à 2800 le nombre de nouveaux cas en France. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Candy. Bonjour Candy. Bonjour. Bienvenue. Alors peut-être que tu peux commencer par une présentation pour nos auditeurs ? Alors je m'appelle Candy, j'ai 39 ans. J'ai eu un cancer du col de l'utérus il y a 3 ans, qui a été traité par chimiothérapie, radiothérapie et également curithérapie. Alors peut-être qu'on va commencer par le départ. Quels ont été les symptômes qui t'ont amené en fait à être diagnostiquée ? Alors les premiers symptômes ont été beaucoup de saignements vaginaux. Oui. Entre les règles. En fait, j'avais un stérilet à l'époque et du coup, je n'avais plus mes règles. Et là, je saignais très régulièrement. Ensuite, j'ai eu beaucoup de douleurs dans les mollets. Une journée de travail, je suis debout, je travaille dans le commerce, donc j'ai l'habitude. Ouais. Mais à la fin des journées, j'avais extrêmement mal aux mollets. J'avais les mollets qui étaient très 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 gonflés. Donc au départ, j'ai pensé à une phlébite. Oui, ça c'est étonnant comme symptôme, effectivement. Ouais, j'avais très très mal, donc du coup je suis allée voir un phlébologue. On a fait les examens nécessaires et non, il y avait absolument rien du côté du mollet, rien pour justifier que mon mollet avait grossi. Et puis ensuite j'ai commencé à être extrêmement fatiguée. Les journées de travail étaient comme à d'habitude, ça fait 15 ans que je suis dans la même entreprise, donc j'ai l'habitude. Mais très fatiguée, je rentrais le soir vraiment éprouvée, des douleurs abdominales de plus en plus lancinantes. Et puis un jour, mon petit garçon a sauté sur le lit. Et en sautant sur le lit, il m'a sauté sur le ventre. Et j'ai senti vraiment une douleur, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de mon ventre qui avait cédé. Vraiment quelque chose une douleur très très forte, qui m'a clouée dans mon lit pendant plus de 20 minutes. Ah oui. Là, je me suis dit, il faut vraiment les consulter. Il y a quelque chose qui est vraiment pas normal et c'est pas dans les mollets, c'est peut-être plutôt dans le ventre. Donc c'est là que tu es allée voir ton gynécologue. Ouais, j'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue et puis j'ai pas eu le rendez-vous tout de suite, donc il a fallu attendre quand même 3 semaines. C'est long. C'est long, hein, ouais. C'est long, on fait des recherches, on sait pas trop ce qui se passe. Cancer, j'y ai pas pensé tout de suite en fait. Je me suis dit peut-être que mon stérilet s'était déplacé, peut-être, je sais pas, peut-être plein de choses, mais pas forcément ça. Et puis 2 jours avant le fameux rendez-vous, le mot cancer est arrivé dans ma tête. Je sais pas comment, plutôt avec des recherches. J'ai recherché un petit peu sur tous les sites médicaux, pas médicaux. Et puis je suis tombée sur le cancer du col de l'utérus. Je me suis rendu compte rapidement que les symptômes que j'avais correspondaient à pas mal de choses qui étaient énoncées. Et puis je suis arrivée chez la gynécologue avec en tête, de toute façon, c'est ça que j'ai, quoi. Donc tu étais déjà dans ta tête, t'avais commencé un peu à te préparer à cette... On s'y prépare pas, on s'y prépare jamais. Comment s'est passée l'annonce Hyper violente, parce que même si j'en avais la conviction entre ce qu'on pense et nos peurs et ce qui se passe, il y a un fossé. Et puis on espère toujours que c'est pas ça. Oui, c'est ça. On espère toujours que c'est pas ça. Pour avoir côtoyé beaucoup le cancer au niveau familial, c'est quelque chose qui est douloureux en souvenir. Donc l'avoir soi-même, c'est compliqué. Oui, j'imagine. Surtout qu'on pense à ce moment-là, pas qu'à soi, on pense aussi à sa famille. Ah, c'est ça le plus compliqué. Du coup, le cancer t'a été diagnostiqué de quelle manière ? Alors dès l'examen en fait gynécologique, la gynécologue a vu directement au niveau du col qu'il y avait 3 lésions. 3 lésions, donc en surface. Après, elle pouvait pas me dire au niveau étendu interne ce que ça représentait, mais déjà à l'œil nu, elle voyait les lésions. Donc elle m'a fait un frottis tout de suite, mais finalement sans m'annoncer que c'était ça. Elle m'a demandé de faire venir mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, mais mon conjoint, en me demandant s'il travaillait loin, s'il pouvait me rejoindre rapidement. Il s'est passé 1 heure entre le moment où mon mari nous a rejoints
Et l'annonce finalement qui est tombée, et elle me l'a dit tout de suite, elle m'a dit vous avez un cancer, maintenant je peux pas vous dire l'étendue, quel stade, ce qu'il en est, mais on parle pas de lésion précancéreuse, on parle vraiment du cancer. D'accord. Il se passe quoi pendant ce temps d'attente? Je me suis enfermée dans ma voiture, j'ai hurlé très fort dans le parking, j'ai pleuré, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé les gens que j'aime autour de moi, les plus proches, et puis je leur ai parlé de mes doutes. Et puis on prie le bon Dieu que ça soit pas trop grave. Du coup, quand le cancer t'a été annoncé, comment est-ce que tu l'as vécu? Ça a été compliqué. C'était l'année du brevet des collèges de mon fils. Mon fils est né. Le petit avait juste 3 ans. C'était sa première année de maternelle. Il rentrait en septembre et j'ai été diagnostiquée fin juin. J'ai caché la vérité à mes proches pendant plusieurs semaines. Je l'ai pas dit à ma grand-mère parce qu'elle était âgée, j'avais peur de lui faire de la peine. Je l'ai pas dit à mes enfants tout de suite parce que finalement entre le moment de l'annonce et le démarrage des traitements, il se passe un temps qui est quand même assez long. L'annonce a eu lieu le 27 juin et les traitements ont commencé le 7 septembre. Entre les deux, il fallait faire des examens, il fallait faire d'abord une biopsie pour stader. Ensuite, on a fait un curage lombo-aortique. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Le curage lombo-aortique, en fait, c'est le chirurgien qui passe par un... En fait, on a 3 trous au niveau du ventre. Il passe avec des caméras et puis il prélève en fait les ganglions lymphatiques pour vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire ou s'il y en a une, à quel niveau pour pouvoir adapter les traitements. Donc, il m'a été prélevé 39 ganglions et là, c'est parti un petit peu en vrille. Suite à cette opération, qui est une opération quand même assez lourde, on m'a mis des antidouleurs forcément. Et moi, j'ai fait une réaction allergique aux antidouleurs. Donc ça aide pas. Non, j'ai perdu 7 kilos en 4 jours. Et je vomissais. Et j'ai fait 2 infarctus des reins. Chaque rein a lâché. Donc on comprenait pas trop ce qui se passait. Et puis au bout de 48 heures, on s'est rendu compte que c'était les antidouleurs en fait qui... mon corps réagissait pas correctement aux antidouleurs. Donc il a fallu tout arrêter rapidement et puis mettre en place un autre traitement pour que tout reparte. Là, j'ai vraiment eu très peur parce que... C'était que le début et déjà c'était ça que le début mal. Et oui, et puis j'ai eu un médecin qui a été très virulent, qui a pas été à l'écoute de mes peurs, de mes angoisses. Quand je lui ai dit mais si mes reins lâchent, finalement il y aura pas de traitement. Il m'a dit bah non, si vos reins lâchent, vous êtes plus là. Donc ça a été très violent. Ça manquait de compassion. Ça manquait de compassion, ça a été très violent. Et puis finalement, quoi qu'on en dise, on n'est jamais préparé à ça. On a beau le vivre à travers des personnes qu'on côtoie, on a beau accompagner des gens. Dans cette maladie, quand ça nous touche, on est tout seul en fait. Oui, c'est vrai puis on s'imagine jamais que ça pourrait nous arriver. Ah ça c'est ça, c'est exactement ça. On pense que ça arrive qu'aux autres et non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Comment cette maladie a impacté ton quotidien du coup? Donc tu as dit que tu as fait des chimiothérapies. Alors au départ, j'ai voulu faire ma guerrière, continuer à travailler. Ça a duré 15 jours parce que la première chimio a pas eu d'effet tout de suite. En fait, je pense que mon corps avait été assez fort, donc du coup la première chimio, j'ai pas eu trop d'effets secondaires. Par contre, à la deuxième chimio, je me suis effondrée, j'étais livide, blanche. Elles étaient espacées une semaine. Et puis c'est mon conjoint qui m'a dit non là ça suffit, t'arrêtes. Tu penses à toi d'abord. Là t'arrêtes, tu fais les soins, on verra après, on va y aller étape par étape. Et là j'ai commencé à vivre un jour après l'autre. C'est ça ce qui est difficile en fait, c'est qu'on se rend compte qu'on peut pas imaginer le futur, il faut vraiment vivre au jour le jour et les projets qu'on pouvait avoir, il faut attendre un petit peu parce que... Oui, il faut attendre un petit peu, oui et non, parce que moi dans cette épreuve, j'ai quand même eu la chance d'avoir un conjoint qui a été présent, avec qui on a partagé cette terrible épreuve, mais qui finalement nous a rapprochés aussi. On parlait de mariage depuis quelques années, on a un petit garçon, on en parlait, mais à chaque fois on repoussait, il y a toujours une bonne excuse, c'est pas le moment... on verra plus tard, on se concentre sur le travail, ça demande du temps. Et puis là, c'est devenu une évidence, il fallait qu'on se marie, en tout cas pour moi, il fallait qu'on se marie très vite, parce que j'avais peur de pas être là longtemps. Donc je voulais qu'on se marie très vite. Et puis pour lui, ça a été, on se marie, mais pas tout de suite. En fait, ça a été un peu la carotte. Il faut que tu tiennes. Donc, si tu veux te marier, il faut que tu guérisses et surtout, il faut que tu tiennes en longueur, quoi. Et au niveau de ta vie professionnelle, comment
Donc on a dit, tu me l'as dit tout à l'heure, tu avais espéré continuer à avoir un semblant de vie normale. Au bout de la deuxième chimio, tu t'es rendu compte que c'était compliqué. Comment ça s'est passé? Alors j'ai été arrêtée 7 mois total. Je travaille dans les chocolats, donc être arrêtée au moment de Noël, pour moi qui avait plus de 10 ans d'expérience dans le métier, c'était très compliqué. D'être un Noël à la maison, j'avais pas l'habitude. Donc au-delà des traitements, il y avait aussi le côté psychologique qui était très très impacté parce qu'on a peur de mourir, clairement. On est un peu désociabilisé, on est coupé de nos habitudes et de ce qui fait notre quotidien, donc ça a été assez violent aussi dans ce sens-là. Après, professionnellement, j'ai la chance de travailler avec des gens bien, qui prenaient de mes nouvelles, qui me tenaient au courant de ce qui se passait dans ma boutique, qui me demandaient mon avis aussi, même quand j'étais en arrêt. Donc j'avais un petit peu de lien quand même qui a été maintenu et qui m'a permis de tenir un petit peu. Du coup, quels sont les grands défis que tu as rencontrés et comment tu as réussi à les surmonter? Les grands défis, il y en a eu plusieurs pendant tout ce traitement, toute cette période difficile. Déjà, il faut encaisser. Donc le défi, il se fait déjà par rapport à soi-même. Il faut l'encaisser, il faut le digérer, c'est compliqué. Il faut gérer ses propres émotions, ses propres craintes. Quand on est parent, c'est d'autant plus difficile. Oui, parce qu'on a les enfants qui voient et j'imagine que c'est compliqué. C'est ça. Alors autant faire peur. Pour le grand, j'ai réussi à, on va dire, le protéger et le maintenir un petit peu à distance de ce qui se passait. Pour le petit, ça a été plus compliqué parce que déjà, il était beaucoup plus petit. À 3 ans, il a fait l'éponge et il voyait maman partir le matin, faire ses chimios, rentrer, vomir. Ça a été dur. Ça a été dur parce que encore aujourd'hui, il a 6 ans et des fois, il en parle et des fois, il pose des questions. Il me demande quand je vais faire les examens de surveillance régulièrement. Il me demande toujours, maman, le crabe, il est pas revenu, hein. Donc voilà, on a créé des choses. Après, on a créé des choses entre nous. On a créé des codes, on a créé des langages. Ça, c'était vraiment un premier défi avec les enfants, la famille aussi, les amis, tout l'entourage personnel, parce qu'on peut plus faire ce qu'on faisait avant. Et puis bizarrement, on se sent hyper seul. On a l'impression d'être pas pestiféré, mais c'est compliqué en fait pour les gens. Les gens savent pas comment nous parler, donc du coup ils nous parlent pas. Et même la famille proche. Alors la famille proche c'est compliqué parce que la famille proche vous appelle pour tout et n'importe quoi, pour vous demander si vous avez bien mangé, si vous avez bien dormi. C'est de la surprotection. Et en fait c'est une façon d'évacuer leur propre stress, mais c'est quelque chose qui n'aide pas forcément. On comprend la bienveillance, mais c'est très compliqué au quotidien. Et puis après, le traitement, il faut tenir le coup physiquement. On se voit diminuer. Là, pour moi, ça a été vraiment la grosse difficulté. C'est qu'en fait, entre finalement ce qui se passe dans notre tête et de notre corps, on se rend compte qu'on n'est pas, qu'on peut avoir toute la volonté du monde. Quand le corps il dit stop, il dit stop. On se voit diminuer, moi j'arrivais plus à marcher. Et pourtant, j'avais la volonté, la volonté, je voulais, mais et on se rend compte qu'on peut rien faire. Les jambes vous portent pas. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment un gros défi à relever de prendre conscience que entre notre volonté et le corps, il y a quand même quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est vraiment difficile à encaisser et à comprendre, à accepter. Ça, c'est vraiment un gros défi, en fait. Et qu'est-ce qui t'a aidé à surpasser ces défis-là? Mes enfants, la volonté de pas les laisser sans maman, l'amour de mon mari, de ma famille, et puis l'envie de vivre, en fait. L'envie d'être là, l'envie de continuer de partager des choses avec les gens que j'aime. Et que, quoi qu'il arrive, de toute façon, il était hors de question que, non, je pouvais pas mourir. Donc, il fallait s'accrocher. Ça n'a pas été simple, hein. Oui, j'ai passé beaucoup de nuits à pleurer, à regarder mes enfants, en m'imaginant si j'étais plus là, comment ils vivraient. On imagine des millions de choses. Ce qui se passe dans la tête, c'est compliqué. Mais je pouvais pas. Je savais que quoi qu'il arrive, je pouvais pas les laisser. Ils avaient besoin de moi. Ils étaient pas prêts à ça. Et c'était hors de question. Donc la question se posait pas. Il fallait y aller. Ton traitement a duré combien de temps? Mon traitement en tout a duré 7 mois. Donc 7 mois de grosse incertitude. Ouais, 7 mois de grosse incertitude, mais même après finalement. Puisque même aujourd'hui, en rémission, on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. À chaque examen, à chaque contrôle, on y va la peur au ventre. On pleure dans l'IRM en se disant pourvu. Finalement, on apprend à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y a des moments où on n'y pense plus,
Il y a des moments où on vit normalement, on arrive avec le temps. Ça fera 3 ans au mois de novembre prochain que les traitements sont terminés. Donc il y a des dates qui marquent, il y a des moments où la première chimio, l'opération, la curithérapie. La curithérapie aussi a été une grosse épreuve. Alors c'est quoi exactement ? La curithérapie, en fait, vous êtes cloué sur un lit pendant plusieurs heures, plusieurs jours. En fait, ça dépend du stade du cancer. Et en fait, vous êtes relié à une machine par un système interne. Donc, c'est des petits câbles qui vont d'un appareil qui envoie de la radiothérapie. C'est un tube et dans lequel il y a un fil qui vient apporter directement sur les lésions la radiothérapie. Donc, on peut pas se lever, on peut pas aller faire pipi, on peut pas aller faire ses besoins. Et ça, c'est très dur. C'est très très dur parce que pour aller faire pipi, il faut demander. Moi, à ce moment, en fait, on vous pose une sonde. Moi, en revenant du bloc, la sonde est partie. Elle s'est enlevée toute seule. Ils peuvent pas vous repasser au bloc. Donc, en fait, il faut rester 3 jours sans sonde. D'accord. Donc, à chaque fois que vous voulez faire vos besoins, il faut appeler. Il faut savoir qu'avec la chimiothérapie, on urine énormément. Parce qu'il n'y a pas que la chimiothérapie. Avant, on vous met du sérum physiologique pendant 1h30 et ensuite, on vous remet du sérum physiologique pendant encore des fois 1h30. Et ça fait énormément uriner. Donc, on urine toutes les 10 minutes, quoi. Donc, on dépend des autres. Quand on est actif, qu'on a l'habitude de gérer, C'est compliqué de dépendre des autres. Oui. C'est très, très difficile, quoi. Donc ça a été vraiment un moment aussi compliqué. Et la chimiothérapie, tu en as fait pendant combien de temps ? J'ai fait 8 chimiothérapies, donc pendant 8 semaines. Voilà, toutes les semaines. Alors la chimiothérapie, moi j'ai été suivie à l'hôpital Georges Pompidou. Ils ont un service avec des personnes formidables, vraiment. Vraiment, je sais pas comment sont les autres ailleurs, mais je sais que là-bas, que ce soit la radiothérapie ou la chimiothérapie, d'une bienveillance qui fait chaud au cœur, qui fait du bien. Ils plaisantent surtout et il n'y a pas ce fossé qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours avec la maladie. Ils arrivent ou à vous aider peut-être à prendre un peu de recul ? Oui, ils nous aident à prendre du recul, ils dédramatisent tout finalement. Donc moi, le premier jour où je suis arrivée pour faire ma chimiothérapie, j'étais catastrophée parce que je suis tombée dans les bouchons et j'avais très peur de louper en fait ma première séance. Je savais pas trop comment ça se passait, j'avais pas dormi depuis 2 jours parce que j'appréhendais. J'ai une de mes très bonnes amies qui m'attendait pour faire cette chimio avec moi. Quand je suis arrivée en larmes effondrées parce que déjà c'était la première chimio, tout a remonté, donc elle m'a pris dans ses bras en me disant ne pleure pas ma chérie, ça va aller. Et la personne qui était à l'accueil lui a dit qu'il fallait qu'elle me rassure. Je sais plus comment les choses ont été dites, mais elle lui a dit oh là là votre chérie ça va pas, faut la rassurer. Et on s'est regardé bêtement et on lui a dit mais on est amis, on n'est pas en couple. Et elle dit oui je sais. En fait elle le savait, mais c'était juste pour nous faire rire. Et du coup on est passé des larmes à l'explosion de rire en une fraction de seconde. Et tout le monde a ri en fait. Et ça a permis vraiment de faire relâcher la pression. Et du coup, avec mon amie, on en parle souvent. Parce que c'était drôle, en fait. C'était vraiment drôle, cette situation qui était à la base extrêmement dramatique. On en a parlé longtemps et on en parle encore parce que c'était drôle. Quels sont tes projets actuellement ? Vivre, profiter, aider aussi. Parce que moi, pendant cette maladie, je me suis sentie vraiment souvent très seule. Même si j'étais entourée de ma famille et de beaucoup d'amis, on est seul dans sa tête. On est seul à gérer ses angoisses, ses peurs et finalement, on se sent souvent incompris. Et il y a que les gens qui ont vécu finalement cette terrible épreuve et qui s'en sont sortis, qui peuvent nous faire un peu espérer, se rendre compte que finalement non, quand on a un cancer, on n'est pas systématiquement voué à mourir. Et c'est vrai que pour nous, souvent, enfin pour moi à l'époque, quand on m'a annoncé cancer, pour moi c'était tu vas mourir. Ça, c'était les premiers mois, je n'imaginais pas survivre en fait. Donc ça a été violent. Là, le fait de me dire non, finalement, ça fait 3 ans que j'ai fini les traitements, je vais bien, je suis plus malade. Alors effectivement, j'ai un rythme de suivi régulier parce qu'on n'est pas à l'abri. Ça peut revenir, mais je suis là et aujourd'hui je suis plus malade et j'ai déjà passé 3 ans presque, donc c'est possible. Le cancer ne rime pas forcément avec la mort, mais il peut aussi rimer avec la vie. Au cours de ton traitement, comment est-ce que tu as trouvé des personnes qui vivaient la même chose que toi ?
Alors au départ, j'ai regardé sur les pages Facebook, parce qu'il y a des pages Facebook d'un petit peu tout et n'importe quoi. Donc j'ai regardé s'il y avait des groupes de personnes qui étaient en traitement, qui vivaient la même maladie que moi. Et puis quand je suis rentrée dans la phase de rémission, ces groupes sont devenus très anxiogènes pour moi. Très très anxiogène puisque on se lie d'amitié avec des gens qui eux n'ont pas la même chance que nous, qui finalement partent. C'est compliqué, ça vous renvoie à vos propres angoisses. Et quand j'ai fini mon traitement, j'avais besoin de un peu plus d'optimisme, de quelque chose qui me tire un peu plus vers le haut et de pas être sans cesse en train de comparer le moindre petit bobo que j'avais. Donc j'ai commencé à me documenter sur la maladie en elle-même. Sur le nombre de cas par an, sur les différentes tranches d'âge que ça touchait. J'ai fait mes propres recherches pour voir aussi le taux de survie, pour voir à long terme. Et puis, j'ai trouvé l'association Imagine, qui est une association de personnes qui ont côtoyé des malades ou elles-mêmes malades de différents cancers gynécologiques. On entend beaucoup parler d'Octobre Rose, du cancer du sein. Pour ma part, avant d'être malade, j'avais pas forcément entendu beaucoup parler des cancers gynécologiques. Je suis tombée malade à 37 ans et pour moi, c'était très loin, le cancer du col de l'utérus. Donc j'avais besoin aussi de donner un sens à avoir survécu finalement. Ça a changé tes perspectives ? Totalement. Aujourd'hui, je suis convaincue que si je suis là, c'est pour une raison, laquelle je l'ai pas encore totalement déterminée. Je suis encore dans la phase de recherche. De pourquoi, mais je pense que si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison et c'était pas le moment de partir, donc faut que j'en fasse quelque chose. Pour moi, me tourner vers cette association, et en devenir membre, puisque du coup j'en suis devenue membre, c'était pouvoir relayer les informations, participer comme aujourd'hui à un podcast sur ces maladies qui finalement touchent pas que les autres. Voilà, donc cette association m'a permis de donner un petit peu un sens à tout ça, à pouvoir aider, à pouvoir informer, à pouvoir participer à des actions qui font connaître l'association aussi, qui font de très belles choses, qui soutiennent les malades et leurs familles, qui les rassurent et qui leur apportent un accompagnement et des réponses. C'est important d'avoir l'information, je dirais, scientifique, mais c'est vrai que le quotidien, c'est toi qui le vis et tu peux peut-être conseiller sur des choses auxquelles, quand on démarre... Quand on n'est pas, on ne sait pas. On ne sait pas, oui, effectivement. C'est ça. C'est ce qui m'avait frappé pendant toute la maladie, c'est cette espèce de bulle finalement de solitude où on a l'impression d'être tout seul à se comprendre, les autres ne comprennent pas pourquoi sans raison on va se mettre à pleurer alors que finalement tout va bien, mais en fait c'est justement parce que tout va bien qu'on se met à pleurer et qu'on se rend compte que le soleil brille et qu'il y a un oiseau qui passe et que on s'attache à des choses simples une fois qu'on a vécu ça. Finalement, on se recentre sur les choses essentielles. Et le fait de pouvoir en discuter avec des gens qui ont la même vision, le même vécu, finalement, la bulle s'agrandit et on est moins seul dans notre petite bulle. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, qui soit vivent la maladie ou soit peut-être accompagnent quelqu'un qui vit cette maladie ? Alors pour moi-même, en plus dans cette épreuve, avoir accompagné ma maman, qui a été malade en même temps, et je dirais qu'il faut être à l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute de la personne. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais les personnes qui nous le disent ont besoin de nous le dire. Il faut accepter ça pour elles. Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre parce que ça nous fait mal, mais il faut laisser la personne qui a envie de les dire. Parce que si malheureusement après elle est plus là, on se dit finalement j'aurais dû l'écouter. Donc faut pas avoir de regrets, faut se battre, faut accompagner, faut écouter. Mais il y a une chose qu'il faut faire avant tout, c'est s'écouter soi-même. Moi j'ai perdu du temps au départ parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien dans mon corps. Mais on minimise, on se dit c'est pas grave, c'est mon stérilet qui a bougé, j'ai travaillé trop longtemps, j'ai pas utilisé les bonnes chaussures aujourd'hui. Et en fait non, le corps il est quand même relativement bien fait. Et les signaux d'alerte qu'il vous envoie, c'est vraiment pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc il faut l'écouter pour gagner du temps. Et puis il faut consulter. Faut se faire dépister. Faut pas repousser d'une année parce que en une année tout peut changer. J'ai posé mon stérilet 1 an avant. Donc quand j'ai posé mon stérilet, on a fait forcément un frottis de dépistage. Je n'avais même pas une lésion précancéreuse. Il y a quand même 4 stades de lésion précancéreuse avant d'atteindre le cancer. Et en 12 mois, non seulement j'avais passé les 4 stades de pré-cancer, mais moi j'avais un cancer qui était déjà en stade 2.
Et il s'est passé 12 mois. Et donc ça peut évoluer. Ça peut évoluer très vite. Il faut pas attendre. Il faut pas se dire je vais avoir l'air bête chez le médecin, je vais poser une question bête, je vais être ridicule. Non. Il faut y aller, et puis si ça nous tombe dessus, ça nous tombe dessus, faut se battre. Aujourd'hui, on a la chance d'être quand même dans un pays qui soigne bien, qui nous permet d'être bien soignés, où on ne paye pas toute sa vie pour avoir vécu cette épreuve, et correctement, avec des gens qui nous écoutent, donc il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser et pas avoir de regrets. Merci beaucoup Candy pour ton témoignage. Je te souhaite bonne continuation et de profiter de la vie et de tes enfants. Merci À toi.